Mardi 9 avril, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le journal de TNTV au sommaire. Un grand chantier mis en stand-by à Moorea, celui du très attendu campus d'Opunohu. Un projet de plusieurs milliards de francs porté par l'ancien gouvernement, jugé trop coûteux par les décideurs actuels. Résultat, des architectes, des habitants et une commune dans le flou. Dépolitiser la question nucléaire pour un meilleur accompagnement des victimes. C'est l'objectif affiché par la majorité en commission des institutions ce matin à l'Assemblée. Nous y étions. Une délégation d'élus du Fénois de retour du Pacific Leaders Summit à l'île de Pâques. Un sommet axé sur la problématique de la pollution des océans par le plastique. Nous ferons un compte-rendu en plateau avec un des participants. Le maire de Makemo, Félix Tokorani, est avec nous ce soir. Mais avant de développer nos titres, sommation de quitter les lieux pour l'association EPI qui occupe le terrain de l'hippodrome à Pirée. La nouvelle a été reçue par courrier signé d'un cabinet d'huissier. L'association a demandé une réunion avec le pays. Un sujet signé Thomas Chabrol. La filière équine en Polynésie menacée, ce courrier signé d'un cabinet d'huissier a fait l'effet d'une bombe au bureau de l'association hippique. À la demande du pays, elle est sommée de quitter les lieux. Et le délai est plus que court, elle dispose de 15 jours. Depuis près d'un siècle, l'association est installée sur l'hippodrome de Pirée. Elle paye au franc symbolique le bail d'occupation du domaine de 11 hectares. L'association hippique a sollicité le pays pour une demande de rendez-vous afin d'exposer sa situation et dresser le bilan de son activité. Elle a récemment entrepris des travaux sur fonds propres pour une remise en état de la piste de course. Des partenariats avec des médias locaux viennent d'être mis en place pour accentuer la visibilité des événements hippiques. Au-delà de cette sommation destinée à l'association, c'est l'ensemble d'une activité sportive qui craint de ne plus avoir de site en zone urbaine pour pratiquer et s'entraîner pour des compétitions internationales. Si l'association doit quitter les lieux, la Fédération polynésienne d'équitation sera une victime collatérale. Elle compte 500 licenciés, 2 clubs à Pirée et pas moins de 200 chevaux. Souvenez-vous, la première pierre était posée l'année dernière et pourtant, le chantier du tout premier lycée général de Moorea est à l'arrêt. Le campus intégrant le lycée agricole sera-t-il construit un jour? C'est la question que se posent les habitants, la commune et les architectes du projet. Emma Mathieu et Jessica Doucet sont allés à leur rencontre. C'est sur ce terrain vague que les travaux auraient dû commencer. La pose de la première pierre du lycée d'Opunohu a eu lieu le 3 mars 2023 sous l'ancienne mandature. Quelques mois plus tard, le gouvernement Broderson a pris les rênes du pays, laissant la population, la commune et les architectes du projet dans un flou complet. Alors effectivement, en 2021, on a remporté le concours de maîtrise d'œuvre du lycée de Moorea, qui regroupe plusieurs pôles. Aujourd'hui, pour l'instant, ce projet est en stand-by. On a présenté donc le dossier d'avant-projet au gouvernement en mai 2023. Et à ce jour, nous sommes sans nouvelles depuis le concours jusqu'à l'avant-projet. Ce sont des coûts importants, donc en amont et en études, qui aujourd'hui, si ce projet était arrêté, effectivement, ce serait des coûts perdus à 100% sur les fonds publics investis. Seule explication du gouvernement, le coût trop élevé de ce chantier. Et dans une logique de restriction budgétaire, de nombreux grands projets comme celui d'Opunohu ont été mis en veille. Le cabinet d'architectes a donc proposé de s'adapter et d'échelonner les travaux sur un temps plus long. Il y a plus de 7 pôles au sein du lycée de Moorea. Chaque pôle peut être réalisé indépendamment, étape par étape. Et on a justement exposé au gouvernement ce phasage possible avec le budget par pôle qui serait alloué. On l'a transmis et à ce jour, on n'a aucun retour. Pour l'instant, personnellement, j'ai pas eu cette information. Au niveau du ministère directement, j'ai pas eu ce phasage de la réalisation de ces travaux. Le chantier n'a pas été suspendu. Il y a toujours un budget qui est inscrit, mais nous allons redéfinir en fait ce qui a été initialement proposé. L'enveloppe était quand même une enveloppe de 8 milliards. Ce chiffre ne coïncide pas avec celui des architectes qui évoquent 5,9 milliards. Au-delà des écarts de chiffres, l'attente se fait ressentir au niveau de la population, pénalisée par la distance entre l'île-sœur et la capitale. C'est fatigant aussi pour les parents, pour amener au ferry, le matin de bonne heure, et le soir venir récupérer, et c'est fatigant aussi pour les enfants. On a beaucoup d'enfants qui
qui descendent sur la ville. Hein. Ça fait des années que je fais la navette. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Mais nos enfants, on a toujours demandé pour nos enfants à avoir un lycée. Ça fait des années depuis que... Les enfants sont grands maintenant, mais déjà à leur époque, on avait déjà demandé. Et aujourd'hui, il y a encore plus d'enfants hein, qui descendent sur la ville. Et ce serait bien d'avoir notre propre lycée ici pour nos enfants. Oui, c'est ça. En plus, tu rentres à la maison, c'est tard, tu dors tard. Après, si tu as des devoirs et tout, tu dors tard et te réveilles tôt le lendemain. Ouais. C'est compliqué aussi quand même. En plus d'améliorer le quotidien des habitants de Moorea, les différents chantiers de ce vaste campus de 32 000 mètres carrés devaient aussi faire travailler près de 300 personnes. On enchaîne avec cette découverte macabre à Rikitea révélée par nos confrères de Polynésie la première. Le corps d'une jeune femme de 21 ans a été retrouvé dimanche dans la benne d'une camionnette. Des témoignages indiquent qu'elle était fatiguée après une soirée festive et qu'elle serait allée dormir dans la voiture d'une connaissance. La lumière doit encore être faite sur les circonstances de sa mort. On écoute à ce propos la procureure de la République Solane Belawar. Elle répond à Nicolas Pérez. Quelques éléments très brefs pour l'instant pour vous confirmer qu'il y a eu ouverture d'une enquête en recherche des causes de la mort, qu'effectivement la victime a été trouvée décédée dans un contexte festif ou suite à une fête. Il y a plusieurs auditions qui sont en cours sur le contexte. Le corps de la victime a été rapatrié sur l'île de Tahiti et fait l'objet d'investigations complémentaires, ce qui permettra d'en savoir davantage. Autre fait divers, l'interpellation lundi de 2 individus en possession de 7 kilos d'ice à l'aéroport de Tahiti. Ils sont actuellement entendus par les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie. La drogue était dissimulée dans leur bagage. Du côté de l'Assemblée, ce matin, il était question du fait nucléaire en commission des institutions. Objectif affiché par la majorité, dépolitiser le sujet pour mieux accompagner les victimes des essais, des sessions de dialogue pour fédérer les forces politiques, mais aussi les associations. Les précisions de Laure Philibert. Elle a fait salle comble, ou presque. La commission des institutions organisait ce mardi une réunion, la 3e depuis sa mise en place. Rencontre autour du droit à l'information sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. L'un des chevaux de bataille de la présidente de la commission, Hinamoeura Morgan-Cross, espère fédérer les différents acteurs politiques, associatifs et institutionnels. Avancer pour moi aujourd'hui, c'est déjà arrêter de refaire l'histoire. Moi, j'étais pas née en 1966, donc c'est pas le discours que je vais avoir. C'est les urgences actuelles. Donc la modification de la loi Morin aujourd'hui, parce qu'elle n'indemnise pas assez, la reconnaissance du coût de toutes ces maladies radio-induites au travers de la CPS. Et pour moi, la chose la plus urgente et que j'aimerais qu'on mette en place, c'est beaucoup plus de moyens au niveau de la santé. Grand absent de cette rencontre, le président du groupe Tavini Wiratira, Oscar Temaru, Gaston Floss à la tête du pays au moment des essais, a été invité à contribuer aux échanges. L'idée de l'inviter, c'était surtout de savoir quelles étaient ses relations avec l'État. Est-ce qu'on lui a demandé de minimiser? Ce que je souhaite vraiment, c'est que nos débats soient constructifs et apaisés, parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore divisés et on ne peut pas aller loin si on est chacun dans notre coin, si on n'est pas unis. Il reste à présent à se mettre d'accord sur le coût des maladies radio-induites et donc sur les indemnisations attendues de Paris. Plus de 80 milliards pour Patrick Galnon, 3 à 4 pour l'État. C'est bien la première fois que l'Assemblée Polynésie française nous demande d'afficher les chiffres qui sont officiels et que nous avons transmis d'ailleurs aux autorités françaises. Maintenant que les autorités françaises discutent, mais ils ne discutent pas avec nous. Il faut peut-être qu'on arrive d'abord dans un premier temps à s'entendre sur une méthode de calcul qu'on aurait validée tous ensemble, la Polynésie de son côté et l'État du sien, pour qu'ensuite on puisse obtenir un chiffre sur lequel on s'entende. Côté opposition, l'ancienne députée Nicole Sanquer encourage le pouvoir en place à aller plus loin. Aujourd'hui qu'ils sont en place, qu'ils ont quand même le gouvernement, l'Assemblée et les députés, c'est une chance pour eux de nous montrer ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent apporter pour indemniser mieux la Polynésie française. Transmission entre les générations, remboursement de la CPS, aspects environnementaux, la dépollution des atolls, etc. Tout ça aujourd'hui est absent de cette loi Morin et c'est des aspects à minima qu'il faudrait pouvoir intégrer. Du côté de l'État et surtout du côté du président de la République, je pense que c'est important pour lui qu'il y ait
de vraies évolutions avant la fin de son mandat. La commission d'enquête parlementaire impulsée par Myriana Redarbelo sera au Fénois d'ici quelques semaines et se donne 6 mois pour mener ses investigations. On parle santé toujours. Sous-représentés dans les grands programmes de recherche internationaux, les pays du Pacifique s'organisent au sein du programme BRIC Pacifique. Objectif, favoriser le développement d'un partenariat scientifique régional. La première phase de ce programme a déjà permis de dresser un état des lieux de la participation des populations aux recherches. Organisé par l'Institut Louis Mallardet, un atelier régional ouvert aujourd'hui réunira jusqu'à jeudi des chercheurs des 4 coins de la région. On écoute Maïré Sabre, directrice générale de l'ILM, elle est au micro d'Esther Cuneo. C'est important pour se faire entendre, d'abord, parce qu'on est loin de Tours et on est tout petit, et isolé, Kiribati, les îles Salomon. Donc c'est bien qu'on soit une force tous ensemble régionale. Bon, l'objectif, c'est d'avoir un draft écrit où on puisse se rassembler sur ces questions éthiques. Parce que quand on fait de la recherche, on a besoin des populations, on appelle ça des cohortes, sur lesquelles on fait des expériences, des recherches. Et l'objectif, voilà, c'est qu'on ait un peu la même réglementation. Sans faire de bruit, une délégation de Tavana, incluant la sénatrice Lana Tetuanui, s'est rendue au Rapa Nui Pacific Leaders Summit sur l'île de Pâques. Un sommet qui doit déboucher sur la rédaction d'un texte commun des pays du Pacifique contre la pollution plastique de l'océan. Parmi les élus conviés, le maire de Makemo, Félix Tokorani, qui est sur notre plateau ce soir, Tavana Yorana. Yorana, permettez-moi dans un premier temps de saluer une famille de l'atoll de Makemo, à qui nous avons perdu notre doyenne, la famille Maro, la famille Maïei, nos condoléances du conseil municipal et de son maire. Tavana, on revient sur ce déplacement. Donc vous vous êtes rendu à ce sommet avec une délégation de maires et la sénatrice Lana Tetuanui. Le gouvernement, en revanche, était absent. Comment cela a-t-il été interprété ? C'est pas sans bruit que nous sommes allés, puisque l'année dernière, le maire de Rapa Nui a adressé à l'ensemble des élus de notre pays une invitation, un SOS de participer au summit sur les plastiques, les microplastiques dans son île. Et donc avec un groupe du SPC, accompagné du président du SPC, Cyril Tetuanui, le maire de Rapaïti, Touané et moi-même, nous sommes y allés et également accompagnés d'autres maires. Nous étions une dizaine de maires avec le maire de Borobora des Marquises à répondre présent à l'invitation du maire de Rapa Nui. L'enjeu est sur le microplastique et sur le plastique. Et nous avions eu la chance, et le constat fait par les ONG, les chercheurs présents ce jour-là, que le plastique provenait du continent, soit du Chili, des USA. Et ce qui fait aujourd'hui, nous retrouvons ces plastiques-là dans le bassin pacifique et plus particulièrement dans nos lagons, voire même sur nos récifs. Mais l'absence de nos décideurs, du gouvernement, ça ne répond pas à ma question. Comment cela a-t-il été interprété ? Je ne peux pas répondre à la place des absents. Bon, ce que je sais, nos invitations sont arrivées et ayant la compétence des déchets en tant que maire, nous avons répondu pour voir comment fonctionnait l'île de Pâques et comment nous pourrions être entendus dans le triangle polynésien face à ces puissances, puisque nous avons la chance d'avoir la présence de la Chine, la présence de la France, la présence du Japon. Et donc, nous, petites îles insulaires, venons faire face devant ces puissances pour leur dire qu'à un moment donné, ce plastique qui devient microplastique, nanoplastique, va être un danger de la santé publique de nos concitoyens, voire même pire que les essais nucléaires dont nous avons fait face de 62 à 96. Les déchets plastiques que l'on constate, en tout cas dans nos eaux, sont par exemple les DCP, plus de 2000 DCP dérivants identifiés entre 2006 et 2023, plus d'1 millier, soit 40% rien qu'en Polynésie. Ça fait beaucoup, il semble urgent d'agir. Comment le faire ? On entend la Chine était présente, certaines puissances étaient présentes, mais comment faire ? À l'issue de ce congrès, une résolution a été écrite. Et cette résolution a été accompagnée par ces puissances comme la Chine, comme les États-Unis, comme le Chili, comme la France qui était présent également, en disant qu'à un moment donné, il faut que chaque pays qui pollue nos bassins, que le pollueur paye. Et donc, il en ressort, par exemple, sur les DCP, on voit qu'ils chavirent sur les récifs des Tuamotu, aujourd'hui, avec quasiment la certitude que ce DCP-là proviennent de l'État de Chili. Donc du Chili, elle passe dans l'océan Pacifique et par les courants arrive chez nous. Donc à un moment donné,
que chaque grande nation prenne la responsabilité d'indemniser les États qui font face à ces DCP, et particulièrement dans nos zones. Et vous, vous avez la certitude que cette résolution sera respectée par ces grands pollueurs? L'avantage que nous avons eu dans cet échange, ils étaient présents et ils se sont exprimés. Et donc, dans cette expression qu'il y a eu avec les Nations Unies, ce comité des Nations Unies qui était là, c'est leurs voix qui ont également participé. Et la coécriture de cette résolution, elle ne provient pas des petits États comme Tonga, voire même comme la Micronésie. Elle est issue de discussions entre les micro-États et ces grands États. On va voir, puisque nous avons fait un constat qu'il faudrait que nous nous revoyions dans les années à venir pour faire un état des lieux des décisions que nous avons prises. Nous avons également parlé de la montée des eaux, puisque vous savez que je suis maire d'une atoll, d'une commune et d'un atoll très plat. C'est similaire à la situation de Tuvalu, mais également à Nauru. Lors de ces échanges, des chercheurs indépendants et des ONG ont fait savoir que d'ici 100 ans, voire même 50 ans, 147 millions de populations seront considérées comme réfugiés climatiques. Donc à savoir, non. Mais la solution à ce moment-là, on fait quoi de ces réfugiés climatiques? Vous avez des pistes? On fait quoi? Quelles sont les pistes? Et donc, certains sont prêts à passer des accords de convention avec les États à laquelle sont rattachés. Je prends pour exemple Tuvalu, en fin d'année dernière, a signé avec l'Australie la possibilité que ces populations de Tuvalu, progressivement, puissent venir s'installer en Australie, ce qui n'est pas notre cas. Il y a 2 ans, en 2022, 2 experts sont venus en Polynésie, ont fait savoir à l'État et au gouvernement local qu'il faille trouver des solutions pour les populations des Tuamotu. À un moment donné, ce n'est pas 50 ans, c'est demain. Donc la situation, elle va se dérouler. Donc nous demandons, la préoccupation, c'est de dire à l'État, nous sommes là, ce n'est pas nos abris anticycloniques qui va sauver demain lorsque une île viendrait à disparaître. Et tous les chercheurs viendraient à dire que la possibilité, elle est claire dans les années à venir. Donc voilà les quelques interrogations à laquelle nous avons porté notre voix. On n'a pas voulu aller seul, mais avec le bassin du triangle polynésien, ensemble, notre voix peut être entendue à l'échelle internationale. En tout cas, on entend vos inquiétudes et on entend également les problématiques qui se profilent à l'horizon. Est-ce qu'aujourd'hui, la Polynésie est suffisamment réactive sur ce sujet-là? Et c'est là le problème, c'est que on voit cette balance. Nous demandons aux forces de notre pays et à l'État de co-réagir avec le SPC pour trouver des solutions très rapides, puisque les phénomènes climatiques ne vont pas nous prévenir. Je prends un exemple, il y a 3 semaines, il y avait la dépression qui est arrivée dans nos îles, et plus particulièrement Tuamotu, on était submergé d'eau. Une petite dépression. Mais d'ici 50 ans, ça va encore être pire, on va être sous l'eau. Faut-il que nous soyons sous l'eau pour que les gouvernants, l'État, réagissent sur la situation des îliens? La question est posée, le message est passé. Merci Tavana d'avoir accepté notre invitation ce soir. On vous propose maintenant une halte à la mairie de Pir'e où se réunissait ce matin le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la commune. Un moment d'échange pour les autorités municipales du pays et de l'État afin de dresser un bilan des actions menées au cours de l'année. Et les résultats sont probants puisqu'une baisse de 13% de la délinquance est constatée. Des chiffres encourageants mais nuancés par le maire Édouard Fritsch. Nous l'écoutons au micro de Nicolas Pérez. Je pense que nos brigades, qu'elles soient municipales ou nationales, ne pourront rien si à l'intérieur même des familles, il n'y a pas un effort qui est déployé. Et là, je pense aux parents, je pense à l'entourage familial. Il y a un vrai sujet. Et vous savez, je l'ai dit lorsque j'étais responsable de ce pays, on assiste malgré tout aujourd'hui à une démission des parents. On voit que cette délinquance qui est naissante aujourd'hui, ou quelle qu'elle soit, que ce soit les vols, même au niveau des violences intrafamiliales, les enfants qui ont vu leurs parents se battre il y a 10 ans, aujourd'hui sont majeurs et continuent à faire pareil.
Et avant de se quitter, cet adieu à l'ancien chef de flottille administrative et capitaine du navire Tahiti Nui. Yannick Terhey a été rapatrié au Fénois où il a été inhumé ce mardi. Il avait sillonné notre vaste océan comme en 2020 où il s'était rendu à Fidji après le passage du cyclone Yasa. Au Fénois, il reliait les archipels, notamment lors de grands événements comme le Matava ou le Havekinuiva. Ce matin, un dernier hommage lui a été rendu à Motuuta par ses compagnons de l'ex-GIP. Voilà pour l'actualité de ce jour. Merci de votre fidélité. Dans un instant, Ramzi Malouki nous parle de Ryan Gosling, James Bond et Anna Tawai dans Sin Inouï. Puis retrouvez les aventuriers de Koh Lanta pour une nouvelle étape déterminante de l'aventure. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour votre journal d'information. Agréable soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.